on structure un discours, une communication qui veut faire croire aux Camerounais que parce qu'il a été réélu, il est nouveau président de la République. Non, il est le président en fonction qui était candidat, qui sans doute a été réélu, mais nous ne nous trompons pas nous-mêmes en disant un nouveau président de la République, comme j'ai entendu toute la journée nos excellents confrères de la CRTV passer le temps à le sériner, alors qu'il aurait été utile, si on fait œuvre utile pour la République, pour les citoyens, pour notre pays, de dire que le président est là depuis 36 ans, qu'il vient d'achever avec l'élection qui s'est tenue le 7 octobre, un septennat qui avait commencé le 3 novembre 2011. Si on avait fait une évaluation, et c'est souvent la mission de la presse, la mission de la société civile, la mission de l'opposition, est-ce qu'on l'a suffisamment fait? Hervé me dira que la campagne électorale a aidé à faire cela, mais je n'ai pas l'impression que les médias de service public, qui, en ce jour qui avait été déclaré férié, sont les seuls à avoir été dans l'espace public, ont suffisamment, à l'occasion de la prestation de serment pour le nouveau mandat, ou le 7e mandat du président de la République, suffisamment rappelé les engagements de 2011, du 3 novembre 2011, qu'il n'a pas pu tenir. Certes, on dira le président lui-même en a tenu, a fait une sorte de bilan, d'autobilan, vous savez, dans un autobilan, on retient ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'est pas très gênant, oui. Ce qui n'est pas de sa responsabilité personnelle, mais ce qui est de sa responsabilité, il n'a pas beaucoup évoqué. J'ai entendu, par exemple, le président dire... On va revenir là-dessus tout à l'heure, Alex. On va revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'on va décrypter le discours qui a été lu tout à l'heure et donné avec brio, avec une voix de ténor et d'engagement. Ce matin par Paul Biya, on y reviendra de long en large. Achille Azemba, j'ai la chance d'avoir deux Achilles ce soir. Achille Azemba, vous êtes de l'opposition. D'ailleurs, votre candidat a été cité dans le discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kabaye Djibril, qui a salué le geste d'accompagnement du candidat Joshua aussi. De son camarade Joshua. D'ailleurs, de son camarade, parce qu'ils sont députés. Ils sont collègues. Voilà. Alors, vous qui avez regardé la cérémonie certainement derrière votre écran, comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous l'avez perçu? Non, je vais commencer quand même par remarquer que depuis la proclamation des résultats, le SDF, qui est un parti qui a un vécu que nous tous connaissons, est victime d'une espèce de raillerie. Nous prenons acte, comme notre candidat l'a dit, et également, cela s'est manifesté aujourd'hui à l'Assemblée nationale lors de cette Où était la raillerie, monsieur Non, je parle, Frédéric, sauf si vous voulez parler à ma place. Ça a été encore vérifié aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale qui faisait de l'improvisation pour dire des choses qui n'avaient pas leur place là. Je rappelle que l'honorable Joshua aussi est député. Il se retrouvait dans un hémicycle. Il n'était pas dans le domicile du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, encore moins. Je passe là-dessus. Hervé, tout à l'heure, quand vous lui avez donné la parole, parlait de son état d'homme heureux aujourd'hui. C'est son droit le plus absolu. D'être heureux, je le lui concède. Mais pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que ce 6 novembre 2018 devrait être une journée de deuil. Parce que, c'est mon point de vue, parce que, voyez-vous, on sort d'un processus qui a consacré un homme dans la contestation. Et chacun peut avoir ses raisons. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que lors de cette élection, une partie des électeurs a été délibérément mis hors jeu. Et il ne faut pas qu'on passe ça par perte de profit. C'est extrêmement important. Et il se trouve que curieusement, ce sont des gens qui appartiennent à une obédience anglophone. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais plus que jamais, nous avons une obligation morale de nous poser la question la plus importante. Est-ce que cette élection, est-ce que ce qui s'est passé mérite d'être salué? Parce que là, on a un président de la République, certes, qui est élu, mais il y a aussi que
une frange de la population n'a pas pu aller voter parce qu'une abstention volontaire, c'est un moyen d'expression. Mais une abstention presque obligatoire, parce que les gens n'étaient pas dans la capacité d'aller voter. Si alors, comme ça, écouter, alors je me pose la question de savoir, est-ce qu'au sorti de ce processus, est-ce que Hervé a raison d'être content? Moi pas. Je peux lui dire pourquoi je suis content. En 30 secondes ou 10 secondes? Je ne peux pas en 30 secondes. Je ne peux pas non plus entendre que moi je suis ici un procureur. Non, j'ai dit qu'il faut un troisième procureur. Il faut qu'on y aille. Non, est-ce que je peux? Avec méthode. Oui, je peux. Après que j'ai parlé. Me semble-t-il pour rester quand même dans un minimum de courtoisie. Alors la courtoisie, c'est pas subir la charge de toi, inquisiteur. La question, je ne sais pas si c'est la même que pour les autres. Je suis comme une écrasante majorité de Camerounais, c'est-à-dire que j'ai vécu cette cérémonie avec beaucoup d'amertume, beaucoup d'incertitude et le manque de liesse que j'observais les années précédentes au cours des mêmes cérémonies ne s'est pas retrouvé cette année. Et il est important et il est urgent de se poser les vraies questions. J'ai vu des milliers, effectivement, de militants en tenue sur le parcours qui menait le président de la République du Palais de l'Unité au Palais de Verre. Mais en dehors de cela, j'ai vu un public parsemé qui de temps en temps courait après la voiture pour essayer de glaner quelques vues du président. En musique on appelle ça des groupies. Donc ce que je vais dire, c'est que il y a un problème, et tant qu'on ne se parle pas droit dans les yeux, tant que les problèmes de fond ne seront pas réglés, j'étais un de ceux qui estimaient que ces élections présidentielles n'étaient pas une priorité par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui au Cameroun. On a voulu les faire. Les résultats sont là. Effectivement, comme le disait mon homonyme il y a quelques instants, il est proprement scandaleux qu'une partie de Camerounais n'ait pas pu avoir droit à l'acte de vote. Et je le dis parce que certains ont prétendu, des juristes de haut vol, que qu'est-ce que vous voulez, on est dans une seule circonscription. S'il y a une partie qui ne peut pas voter, ça ne change rien, il y a une seule circonscription, celle de la présidentielle. Je trouve ça malheureux pour nos compatriotes, et je dis encore une fois qu'il va falloir très rapidement qu'on laisse le cardinal Christian Toumi organiser le All Anglophone Conference, parce que c'est ce qui permettra d'amener un minimum d'apaisement qui nous amènerait éventuellement à une réconciliation. Tant que ce dialogue n'arrive pas, je suis désolé, nous serons toujours dans la tourmente. Ok, il faut peut-être éviter d'être dans la tourmente, mais rester dans la perspective en se disant qu'on va avancer. Il y avait une grande symbolique aujourd'hui. Un discours a été prononcé par le président élu, qui est devenu le président de tous les Camerounais, vous l'avez dit. Quelques faits saillants qui ressortent de ce discours. Vous avez choisi de faire une émission en invitant 3 personnes qui sont dans la posture qu'il vient de présenter maintenant. Je suis un peu embêté parce que cette journée n'était pas une journée de prolongation non constitutionnelle de la campagne électorale. Mais si on me l'impose, vous savez, je suis en capacité de répondre aux uns et aux autres, mais je crois, vous allez m'accorder un peu de temps parce que je trouve que même en concourant pour le prix Nobel de la mauvaise foi, il y a quand même un niveau dans lequel il ne faut pas descendre. D'abord, il faudrait qu'on ait le même niveau de compréhension des principes républicains d'une république, surtout celle du Cameroun. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. On n'impose pas, on ne met pas les menottes. Dans certains pays, le vote est obligatoire. Au Brésil, en Belgique, le vote... S'il vous plaît, je vais reprendre d'abord à Achille Maire, puisque vos parents aimaient tellement la Grèce antique. Donc, le vote n'étant pas obligatoire, c'est vrai qu'il y a des éléments externes qui ont empêché certains compatriotes d'aller au vote, mais dans l'ensemble, ils ne se trouvaient pas qu'en zone dite anglophone, où les gens ne se sont pas déplacés. Dans certaines circonscriptions, ici dans la ville de Douala, Achille le sait, autant que moi, les gens ne sont pas allés au vote. Et ceux qui ont été au vote ont voté, monsieur, point barre. Deuxième chose, Alex est rentré tout à l'heure en nous faisant un cours de communication. Il s'adresse aux journalistes, pas moi. Pas moi. En quoi est-ce que nous sommes responsables, nous, citoyens de base,
de la sémantique des journalistes. Il a été un mauvais éducateur, peut-être pour certains de ces... Il voit les conséquences de le vocabulaire limité. Moi, j'ai entendu une journaliste dire sur l'antenne aujourd'hui que 71,28% des Camerounais ont voté le président. Ce n'est pas exact. 71,28% de votants ont élu le président. Et ça ne sert à rien d'aller dans l'excessif, les adjectifs excessifs pour plaire à qui que ce soit. Bon, maintenant, je reviens à M. Koto. Je crois qu'il faudrait qu'on se comprenne très bien. Moi, je suis très réticent sur la définition de ce qu'on appelle la société civile. Ça ne recoupe aucun monde, aucune réalité. Nous sommes dans des extraterrestres ici. En politique, le courage voudrait qu'on s'engage, qu'on dise voici mon drapeau, je suis contre tel système. On prend un mélange de monseigneur, cardinal, évêque, pape et tout. Ça n'impressionne que ceux qui vivent de ça. Moi, ça ne m'impressionne pas. Il y a eu une campagne électorale et tout le monde est d'accord pour dire que c'était la campagne la plus animée depuis au moins les 30 dernières années. Elle a été parfois en dessous de la ceinture et soulève des questions qu'on devrait avoir. Parce que quand je dis la campagne est finie, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas tirer un moment les leçons de cette campagne, par exemple sur la question du tribalisme. Voilà des choses qui m'intéressent. Il y a eu cette campagne où des gens qu'on dit des juristes bien formés, mais il leur manque un diplôme, le diplôme du bon sens et de la raison. Ils ne l'ont pas, puisqu'ils marchent sur les principes qu'eux-mêmes enseignent dans les facultés pour ceux qui sont leurs élèves. Donc, tout cela est derrière nous. Alors, quand je vous ai dit que j'étais un homme heureux aujourd'hui, monsieur le maire, je m'en excuse. Je ne suis pas responsable de la migration de vos électeurs et qui vous mettent dans la situation. Vous considérez comme une raillerie le fait qu'un collègue d'une assemblée interpelle l'autre. C'est votre problème. Mais moi, je suis de l'école de la tolérance et la défaite n'est pas une maladie honteuse. Et votre candidat, qui est mon ami personnel, je ne vois pas en quoi, sur le plan personnel, intuitif personnel, il devrait avoir honte d'avoir participé au concert. Alors, et que je termine, non? Vous leur donnez le temps. Non, vous avez répondu à ces invectives. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. Un discours a été prononcé par le président de la République, Paul Biya. Un discours dans lequel de nombreux faits saillants ont jailli. Je voudrais bien que vous reveniez sur un ou deux de ces faits. Alors, vous voyez, nous avons, et je fais le constat ici parce que toute la journée, contrairement à ce que j'ai entendu, il y avait la liesse, malgré le temps qui a failli tourner, il n'y a même plus à Douala, mais j'ai rencontré de tas de gens, et des gens qui se trouvent aux antipodes de mon engagement politique, c'est-à-dire le RDPC, qui m'ont dit, écoutez, ce discours est un discours fondateur, et il faut qu'il soit implémenté. Parce que le problème ici, c'est que certains le disent, à tort, à raison, que le président fait souvent de très bons discours. Malheureusement, comme Alex le disait tout à l'heure, nous avons le parti de la résistance qui fait souvent obstacle à l'implémentation de ces discours. Alors, le discours du président aujourd'hui, mon cher Achille, à défaut de l'écouter, vous êtes obligé de l'entendre, enfin ceux qui ont suivi la cérémonie. Ce discours était structuré, sur l'état du Cameroun. Le président n'a pas évité son bilan. Je voulais dire à Alex que même si on met 100 ans comme président, si on passe par une élection, c'est vrai qu'on ne dit pas le nouveau président, on dit le président élu. Mais ça, c'est un débat sémantique. Alors, le président a fait un discours où il a indiqué les problèmes de l'heure, qu'est-ce qui a fait résistance et la projection vers laquelle il souhaite que le Cameroun soit orienté parce qu'il a reçu mandat pour nous conduire dans une période de 7 ans et faire face à certains obstacles. Alors, c'est un discours qui contient des réponses surprenantes pour ceux qui ne connaissent pas le président. Nous, moi qui ai l'avantage de le connaître, c'est-à-dire quand le président est révolutionnaire en disant, par exemple, qu'il a compris ce qui se passe. Parmi les questions qui sont posées dans les zones dites anglophones, il y a la question de ramener la gouvernance de proximité, rendre meilleur, et c'est révolutionnaire. Il faut 20 ans pour ça. Pardon? Il faut 20 ans pour ça, la décentralisation. Oui, mais non. Il faut arrêter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut pas prendre les gens pour. Non. Non, vas-y. Oui. C'est-à-dire ta politesse légendaire. Mais si tu fais qu'on fasse dans le poula, je suis entraîné pour ça. Non, je dis que le président de la République montre la voie. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un gouvernement et des hommes et des femmes qui doivent implémenter la voie qu'il a montrée. Mais en répondant sur 2 ou 3 choses qui me paraissent d'une extrême actualité. 1, la forme de l'État, l'unité de l'État, la situation de la jeunesse et
ce qui se passe dans la zone dite anglophone et en revenant sur les orientations telles que la décentralisation qui doit être amplifiée, accélérée, être mise en marche, je pense que le président est dans la réalité, il n'est pas dans un pays virtuel, il n'est pas dans un pays ailleurs, et il a compris ce qui s'est passé, et il s'engage, maintenant que c'est lui le chef, il nous mène donc dans cette aventure qu'on doit surmonter. Alex, je suis certain que vous n'êtes pas en faveur, sur la même longueur d'onde qu'Hervé qui vient de prendre la parole. Mais non. Avant sans doute de réagir sur les points saillants, puisque c'est sur le jeu de ta question. Je vais quand même dire que relativement à la faible participation des citoyens camerounais lors du vote en région, dans les régions du Nord-Ouest, que les étrangers appellent les régions anglophones du Cameroun. Le président, même s'il en a donné une raison qui est convenante pour lui, a très bien reconnu dans son discours que, dans son allocution d'investiture, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, que c'est dommage que une bonne partie des Camerounais de cette région-là n'ait pas pu prendre part au vote. Je pense que si nous nous attendions à ce qu'il dise, à ce qu'il assume sa part de responsabilité en tant que chef de l'État, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire avant, pour que tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le pays, puissent participer au vote, parce que, en démocratie, pour laquelle certains d'entre nous se battent, et avec moi, on se connaît depuis 90, Achille peu, peut-être le petit frère, quelques années un peu plus tard. Mais lui, il va plus vite que nous. Oui, il va plus, il est maire. Oui, c'est ça aussi le chiffre d'engagement, ça n'attend pas les années. Nous, on se bat pour la démocratie et des élections libres, ouvertes et transparentes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les élections ne doivent pas simplement être une formalité, telle que une écrasante minorité peut s'exprimer et on considère que parce qu'il n'y a pas le vote obligatoire dans le pays, tout ça là est bon. J'estime que dans un pays qui est en train d'aborder, selon les estimations du PNUD, 30 millions d'habitants, que le président que nous avons soit officiellement proclamé élu avec 2 500 000 voix, c'est-à-dire moins de 10% de la population camerounaise, ben oui. Les Camerounais On va pas revenir là-dessus. Alex, non. Les Camerounais qui vivent... Alex, s'il te plaît. Les Camerounais qui vivent aux États-Unis d'Amérique, pays de liberté, entre guillemets, oui, qui se sont inscrits sur les listes pour aller voter. Sais-tu combien ils ont voté? Ils ont été empêchés par Paul Biya d'aller au vote. Merci Hervé. Les Camerounais qui sont en Allemagne et qui empêchent les artistes d'aller faire des concerts. Mais combien ont voté? C'est Paul Biya qui leur a empêché. L'une des choses, et je crois que je ne vais pas revenir sur les points qu'Hervé a relevés du discours présidentiel, du discours d'investiture. Mais je vais parler de ce qui ne m'a pas semblé apparaître dans ce discours. Le président, alors qu'on sort d'une élection, ou qu'on le veuille ou non, il y a une contestation qui reste prégnante. Ce n'est pas parce que, qui reste prégnante, n'aborde pas les questions d'amélioration du système électoral. Qui de toutes les façons... Est-ce que c'était l'endroit approprié pour aborder les questions électorales? Si ce n'est pas, si le président de tous les Camerounais, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, ne prend pas acte de ce que une partie des Camerounais, une partie même de ses concurrents à cette élection-là, même si Hervé va encore dire que c'est une minorité, exprime et de manière ouverte, vive, dans la plus grande tradition des bonnes démocraties, c'est-à-dire de manière pacifique, leur réserve par rapport à ce que les institutions camerounaises ont montré dans le cadre de cette élection. Moi, il me semble qu'il y a un souci que nous ne pouvons pas éluder simplement parce que officiellement, tout pour l'instant est en train d'aller sur les rails, en tout cas sur les rails administratifs, bien entendu, avec l'encadrement d'un certain nombre d'instruments de coercition qui, dans une démocratie, ne sont jamais les meilleures réponses aux demandes qui s'expriment par les citoyens. Et en cela, je dis que
il y a un chantier que de toutes les façons, il va falloir ouvrir. D'accord. Le deuxième et le dernier, où j'ai entendu le président. Moi, je suis de fibre, je ne veux pas dire socialiste, mais je suis de fibre progressiste et sociale. Le président revient cette année, 7 ans après avoir annoncé dans son discours d'investiture en 2011 que la couverture maladie universelle sera mise en place au courant de ce septennat. Tu l'as entendu ou tu l'as écouté? Il vient dire qu'elle sera finalisée. Tu l'as entendu ou Dans tu le l'as prochain. écouté? Non, le président. Alors, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Il y a deux- Mais il y je a deux l'ai moi intervenants aussi. qui attendent la parole. Je l'ai aussi. Le président réélu, après tout un mandat, où il avait annoncé ce projet Mais important il parle pour de les finaliser Camerounais. le projet. Il parle de finaliser. Évidemment, on dira, ce n'est pas le cadre pour fixer les timings, les délais et les dates. Moi, je ne serais pas surpris que 7 ans après, c'est-à-dire... Ça, c'est un procès en sorcellerie. Mais bien entendu, puisque, et c'est l'un des reproches, et Hervé l'a reconnu tout à l'heure, c'est l'un des reproches qu'on fait à la gouvernance de l'actuel président. C'est que ces discours, d'un point de vue théorique, sont souvent les meilleurs, mais en termes de pratique ou de mise en œuvre, il y a toujours comme un gros hiatus, et du coup, pour ceux qui suivent le président de la République, ce président-là en tout cas, moi, c'est le seul que j'ai suivi de toute ma vie d'adulte, depuis 30 ans, on a l'impression qu'il y a un décalage entre le discours et la pratique. Merci. Alors, à ce moment-là, quel est le problème? C'est les ministres, comme Hervé semble le dire. Merci beaucoup. ou c'est le président. On va parler des ministres tout à l'heure. excuse. Alors, Achille Zemba, le président s'est exprimé de son discours, dans sont déjà entendus. C'est un discours Fondateur. Innovateur, fondateur. Volontariste. Merci beaucoup Hervé Maniancom. Vous semblez partager ce point de vue, alors vous restez sur la logique de ce que c'est du déjà entendu. Partager ce point de vue? Non, vous pouvez toujours partager ce point de vue, monsieur le maire. Je voudrais, si à un moment donné de votre vie, si vous ne dites pas la vérité, c'est pas quand vous allez mourir. Je peux comprendre que l'on soit attaché aux chapelles et qu'à un moment donné, qu'on dise des choses et quand vous êtes en train de le dire, quand vous regardez dans les yeux, on a l'impression que vous-même n'êtes pas convaincu, vous qui êtes en train de le dire. J'ai écouté vos populations qui ont migré. Hein. Non, parce que vous avez le monopole de la vérité. Grand frère. Vous êtes nul comme un verre. Grand frère. Grand frère, je pense que quand vous parlez, c'est injurieux vis-à-vis d'une formation qui est majoritaire de parler de cette manière. Je n'ai pas parlé de ta formation politique. On est dans un débat et non, on parle du président. Est-ce qu'on peut rester dans le discours qui a été prononcé? Si vous voulez que je parle du président, je vais vous faire cette fleur. C'est votre président, c'est ton président. Le discours d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était du réchauffé, du déjà entendu. Parce que je me fais violence pour collectionner ces discours-là. Il en a donné beaucoup. Et j'ai l'impression que ce discours ressemble à un autre. Mais c'est un premier discours. C'est un premier discours. Il a fait un discours en 82 et il refait un discours en 2018. Permets-moi, je peux étayer mon propos. Quand Hervé dit qu'il a donné le président de la République a donné des orientations. S'agissant de la jeunesse, si j'ai écouté le même discours que lui, il a écouté la jeunesse. Écouter la jeunesse veut dire quoi? Donc, un président en fonction met 36 ans pour écouter la jeunesse. C'est quand même surprenant. Ah bon, on n'a rien fait. Ne me prêtez pas des idées. Allons-y, monsieur le maire, allons-y. On passe sur cet aspect. On touche celui de la décentralisation. Il dit, on va faire des efforts pour que les choses aillent un peu plus vite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours sans calendrier, c'est ça mon problème. De grâce, je pense que après tout le rififi qu'il y a eu autour de cette élection, l'honnêteté intellectuelle, et ça c'est mon point de vue, aurait préconisé que ce président au moins disait des choses qui peuvent être faites sur une période précise. Parce que Hervé, je l'ai entendu régulièrement sur les plateaux de télévision, il parle de la finance. C'est quand même des choses qui sont quantifiables, qui sont projetées sur une période. Et après un certain temps, on peut faire des évaluations pour se rendre compte si ça a évolué, si ça a piétiné, qu'est-ce qui a posé problème. Mais le président de la République dit qu'il a pris acte, qu'il a écouté la jeunesse et qu'il va se battre pour que le processus de la décentralisation aille un peu plus vite.
de grâce, nous aimons tous ce pays plus que jamais. Si les gens sont en panne d'idées, peut-être c'est l'occasion de passer la main. On ne passe pas toujours la main parce qu'on ne peut pas. Mais on passe aussi la main pour voir si on peut donner la possibilité à quelqu'un d'autre de faire mieux. Chacun de nous peut apporter les idées pour la construction de cette nation. Et j'ai l'impression qu'on est dans une république avec un président et tout le monde dit qu'il est le plus intelligent et que le jour qu'il ne sera plus là, le Cameroun va sombrer. Ce n'est pas vrai, Hervé. Vous pouvez être président de la République. Il n'y a pas une école où on forme un président de la République. Comme le MSC fait. Alors, comme pour finir, oui, rapidement, oui, allez-y. Le temps de parole doit quand même être équitable. Ce n'est pas parce que ce sont des grands frères. On va essayer de l'équilibrer. Ce n'est pas parce que ce sont des grands frères que absolument je dois être. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils sont les grands frères, mais je suis passé maire avant que. Je te suggère de changer de formation politique parce que si tu étais au LDF, tu serais même député au plus aujourd'hui. Ah oui, c'est comme Nietzsche s'en va au MSC pour sauver sa place. Non, Nietzsche n'est jamais allé au MSC. Merci, pour finir, je pense que nous tous aimons cette nation. Et plus que jamais, si nous aimons ce pays, ce serait judicieux de donner aussi un conseil à notre patriarche qui a donné le meilleur de lui pour que cette nation aille de l'avant. Peut-être il a suffisamment donné, peut-être il n'a pas été compris. Mais j'estime quand même que à 86 ans, il aurait pu sagement se reposer et peut-être permettre à ce que quelqu'un d'autre puisse aider le bateau Cameroun à avancer. Les Camerounais ont choisi que ce soit lui qui continue à diriger aux destinées de ce pays. Achille Koto, un discours fondateur, comme le dit Hervé, ou alors un discours qui ne reflète pas la réalité de ce que vivent les Camerounais à la base? Bien. Avant que de vous répondre, je voulais quand même faire une petite mise au point. Parce que souvent, lorsque je me trouve avec Hervé dans les débats, il y a une espèce de redondance qui consiste à dire que la société civile, elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Parce que, non. C'est un travail d'abord éprouvant. Non, ça permettrait également aux téléspectateurs de comprendre. Oui, et j'ai un témoin ici, monsieur Zébazé, qui faisait partie, en ce qui concerne le COCITEL, de l'Assemblée constituante. C'était en 2000. Donc depuis 2000, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Or, si j'avais été membre d'un parti politique, peut-être qu'il n'y aurait pas les mêmes résultats. Et j'ai longtemps travaillé sur les problèmes d'élection, d'observation d'élection, et notamment du code électoral qu'on a cessé sans arrêt d'améliorer parce qu'il y a eu une pression venant de la société civile. Alors, je voudrais que ce soit clair. L'élection dont on parle aujourd'hui, elle a été un peu mieux organisée qu'avant. Non, attendez. Elle a été un peu mieux organisée, mais je dis qu'il reste encore à résoudre cette dépendance de l'organisateur par rapport au pouvoir politique. Ok, d'accord. Donc, cette remarque étant faite, je crois que tout le monde est content aujourd'hui que certains se soient battus, notamment pour l'informatisation, parce que c'était un combat difficile. Les urnes transparentes, on les voit aujourd'hui, on ne sait plus d'où ça vient, mais il y a eu des combats pour ça, monsieur. D'accord. Donc, je voudrais donc dire je dis et je répète que ma position de neutralité supposée est une position réelle, mais que je suis comme chaque Camerounais, j'ai des opinions et je peux les exprimer dans l'intérêt général de ce pays. Ceci dit, je réponds à votre question, puisque vous parliez de ce discours. Je serais tenté de dire, enfin, ma foi, qu'on prend les mêmes et on recommence. Parce que je n'ai rien vu de nouveau, effectivement. Il a parlé de la jeunesse. Mais bon, en dehors des ordinateurs qui ont été donnés, je ne sais pas quelle est la politique qui a été mise en place par rapport à la jeunesse. Il a parlé aussi de la sécurisation de régions. Oui, mais attendez, je veux dire par là que ce président, qu'on le veuille ou non, a toujours pris du temps, beaucoup trop de temps, pour mettre en place certaines institutions. Or, nous sommes là, toujours à travailler sur la Constitution de 96, ce qui est scandaleux. Nous sommes toujours là à avoir eu, il y a juste quelques semaines, un conseil constitutionnel qui était prévu depuis 96. Nous sommes toujours là, etc., à attendre ceci, la décentralisation dont on parle aujourd'hui. Mais qui peut-il encore convaincre aujourd'hui que ça va être fait dans des délais raisonnables et aucune date n'a été donnée, comme mon homonyme le disait. Donc, je veux dire que... Ou bien Gustave. Donc, je veux dire par là qu'il y a un moment où les discours n'ont plus
droit de cité. Il faut de l'action. Or, de l'action, je n'en vois pas. Dans ce discours, Si ce n'est répondre par les armes entre Camerounais. Et ça, je trouve ça inadmissible. On peut résoudre ce problème autrement parce que c'est un problème politique. N'ayez pas l'impression que je vais dans tous les sens. Permettez. Est-ce que quand le président de la République dit dans son discours qu'il appelle cette petite minorité de Camerounais qui a pris les armes de les déposer maintenant et tout de suite pour passer au dialogue, il fait mal? Non, attendez, il n'a pas parlé de dialogue. Hein. Ah bon? Non, le j'ai pas pas entendu parler de dialogue. Il a juste pris l'engagement, comme il se doit en tant que chef des armées, président de la République, gardien de la souveraineté de cet État, qu'il ferait tout pour que nous restions dans un État unitaire. Uni, plutôt, pardon. Uni. Mais justement, pourquoi n'y a-t-il pas eu lieu depuis? C'est ça la question. Par rapport à des morts qu'il y a tous les jours de Camerounais. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux sur le plan humain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons combien de déplacés? Et quand on dit une petite minorité qui a pris les armes, qui ceci... Mais qui vous dit que maintenant, les choses ne se sont pas inversées et que maintenant, c'est une majorité qui réclamerait la sécession? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. D'accord. Alors, je voudrais rappeler que l'émission est interactive. Vous pourrez nous envoyer vos SMS ou vos messages WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et nous nous ferons le plaisir de lire vos différents messages, vos contributions pour nous permettre d'avancer dans ce débat ce soir sur la télévision du monde. Hervé Emmanuel Com, je ne voudrais pas qu'on rentre dans la bataille des mots, mais je voudrais peut-être qu'on avance également dans le débat. J'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs et si j'avais su que c'était interactif, vous savez que j'ai derrière une obligation, que je vais vous quitter. Mais j'ai entendu un certain nombre de choses ici qui sont quand même d'une curiosité incroyable. Ce ne sont pas les incantations qui dirigent un pays. J'entends ici, ça relève de la religion, et chacun est libre d'aller chez les bouddhistes et machin. Ce ne sont pas les incantations. Le management d'un pays est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Il faut essayer de trouver une ligne d'équilibre entre les intérêts opposés. Tout. Mais je reviens à quelques principes qui m'intéressent et je voudrais que vous m'excusez auprès des téléspectateurs que je ne pars pas par mépris pour leurs questions parce que j'ai une obligation, vous le saviez, mais c'est pour respecter votre invitation que je suis là. Mon cher Hachim, monsieur le maire, Madame Hillary Clinton a eu près de 3 millions de voix de plus que monsieur Trump. Et c'est Trump qui a été élu. Presque 50 ans avant, 60 ans avant, John Kennedy a eu moins de voix que Nixon. C'est John Kennedy qui a été élu. Et pas loin aussi, première élection de Bush, il a eu moins de voix que Quell. C'est lui qui a été élu. Je vous donne cet exemple pour vous dire que dans tous les systèmes électoraux, il y a toujours quelque chose de perfectible. Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer? Non, je précise que vous voyez comment je vous écoute religieusement. Oui, mais je vous connais comme quelqu'un qui sait écouter, même si vous fréquentez souvent les vandales politiques, mais c'est pas grave. Je voulais dire je prends les téléspectateurs à témoin. Oui, non, mais tu sais de quoi je parle, toi et moi. Nous savons que tout système est perfectible. Quand, par exemple, Alex dit le bulletin unique, il n'a pas une connaissance que dans certains espaces, que ce soit dans le monde rural et tout, ça poserait des problèmes. Et avec le bulletin unique, le contentieux post-électoral serait ingérable. Parce qu'on donne les PV, si toi tu connais ce que c'est qu'un bureau de vote, on peut en parler puisque nous les avons tenus. On donne des PV aux mandataires présents dans les bureaux de vote. Avec le bulletin unique, ça va poser un problème parce que la moindre rayure va invalider le bulletin et ça va créer un cacophonie. Bon, bref. Alex, mon cher Moukouri, je suis venu ici aujourd'hui. Je suis venu. Où j'ai observé les élections. Je viens, Alex. Je peux terminer, Alex, Hervé. Oui, vous allez terminer, mais avant que vous ne partiez, je voudrais, Hervé, avant que vous ne partiez. Il faut que nous réunions l'habitude. Est-ce que je peux terminer? Vous n'allez pas refuser les évolutions parce qu'on pense que on est une particularité rurale, je ne sais pas trop. Merci. Bien parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors je voudrais qu'on avance. Oui, vous allez terminer, mais permettez Hervé. Alors, on a parlé de ce discours
Vous le trouvez fondateur, les autres ne le trouvent pas fondateur du tout. Ils estiment que c'est une redite. Ils n'ont pas écouté, ils l'ont entendu peut-être. Expliquez-moi, il est fondateur. C'est peut-être le droit, c'est peut-être le droit. Mais maintenant, ne faisons pas les poncifs. les cadres de votre parti politique, RDPC, pensent que c'est un... Est-ce que le président a dit qu'il change sa ligne politique? C'est un... Je n'ai pas entendu. Le président dit qu'il change sa ligne Alex, politique. Je vous ai dit aujourd'hui que j'étais un ami depuis plus de 30 ans d'Alex. Et que je ne sais pas si vous aurez le moyen de faire une limitation de vitesse verbale. Alors, je voudrais bien qu'on arrive à ça. Alors, le discours a été prononcé, une vision a été lancée à l'endroit du peuple camerounais. Que doit faire Paul Biya au jour d'aujourd'hui pour mener à terme, il y a bien, la mission qui lui a été confiée par le peuple camerounais? Voilà une question fondamentale. D'abord, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Parmi nos amis politiques, que ce soit les militants du RDPC ou ceux qui sont les nouveaux amis, si certains croient qu'on va continuer comme avant, c'est non. Le président a fait lui-même le constat aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il faut améliorer pour qu'il n'y ait pas l'incompréhension et parfois le dérèglement dans la relation de la solidarité entre patriotes. Donc je pense que quand vous posez une question, ça demande quand même un temps un peu plus long. Le président, dans les domaines comme par exemple la décentralisation, il va forcément impulser les conseils régionaux et tout, et faire en sorte que pour construire une salle de classe à Batibo, on n'attend pas la décision d'un chef de bureau au ministère de l'économie ou de l'enseignement secondaire. On est d'accord? On n'a pas dit qu'on était au paradis, mais écoutez, ceux qui fréquentent les curés, Achille, ceux qui fréquentent les curés, ceux qui fréquentent les... Ça me fait 2000 ans que nous... Ça fait... Achille, je peux te répondre? Ça fait 2000 ans que nous attendons le retour de Jésus et tu continues à aller au culte le dimanche. Alors, si vous... Il m'empêche de parler. Allez-y, Hervé. Alors, je disais que c'est un nouveau... Permettez à Emmanuel comme de finir son propos, s'il vous plaît. Alex. Je vois qu'Achille, le maire, s'est discipliné, puisqu'Alex, qui est vraiment un cœur. Non, le septennat des grandes opportunités, ça a dans son titre un contenu qui voulait dire que ce qui est bien fait, il faut accélérer. On a pris du retard sur certaines choses, on ne va pas discuter de ça. Mais il y a des domaines dans lesquels nous avons découvert qu'il faudrait qu'on agisse. Par exemple, dans les opportunités, libérer l'énergie créatrice de la jeunesse en l'accompagnant dans de nouvelles aventures. La création d'entreprises, le génie dans le culturel, que Achille connaît très bien, mieux que moi, dans plusieurs domaines. Nous avons découvert, par exemple, que à cause de l'incompréhension parfois de la gouvernance, qui parfois avait des allures d'arrogance, certains jeunes étaient prêts à suivre les marchands d'illusions, que le populisme a été d'un succès incroyable dans cette élection. Voilà des choses qu'on doit sereinement tirer les conséquences et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, dans un domaine qui me touche, parce que le développement d'un pays n'est pas seulement alimentaire et matériel, il est aussi immatériel, c'est-à-dire le développement institutionnel. Je suis, par exemple, pour que très rapidement, on légifère sur une loi qui pénalise le tribalisme, les propos, par exemple, sur le tribalisme. Parce qu'à l'occasion de cette élection, nous avons vu la fragilité de notre unité, le fait que le tissu social peut se déliter simplement à cause des ambitions de quelques politiciens. Donc le président n'est pas sourd à tout cela. Et quant à ce que Achille dit, oui, nous sommes tous Camerounais. Ce n'est pas parce que, quand j'ai parlé de la société civile, comprenons très bien Achille, c'est parce que souvent la société civile a été utilisée soit comme paravent, soit comme cache-sexe pour des entreprises militantes organisées, même qui peuvent avoir même des aspects de soutane. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été heureux aujourd'hui. Le Cameroun a traversé un moment de son histoire dans la paix. Ceux qui font qui veut jouer les retardataires et qui veut créer le désordre, eh bien, le président, en tant que garant de notre sécurité collective, a dit ça ne passe pas. Et c'est ça le président que j'aime. Et je suis heureux de cette nouvelle mandature qui est fondée sur l'humilité, la tolérance, la compréhension. Et c'est pour ça que
les points de vue des uns et des autres, y compris d'ailleurs de ceux qui croient être les faillites adversaires du RDPC. Tous ces points de vue, il est le président de tout le monde. D'accord, il est le président de tout le monde. Hervé Emmanuel l'a dit. Et Hervé Emmanuel, malheureusement, doit nous quitter parce qu'il avait une contrainte et il nous a fait le bonheur d'être là ce soir. Merci encore, messieurs, d'avoir été là, même si vos co-panélistes... J'irai à la conférence d'Achille Cotter le 15. Oui, mais c'est et j'ai l'habitude d'aller à ces conférences. Oui. Alors, même si vos co-panélistes ne vont pas vous lâcher parce que vous les avez indexés. Ils ont le droit, mais sont des amis. Je souhaite que le SDF retrouve ses électeurs. Merci beaucoup. Parce que c'est un parti qui est beaucoup plus républicain que ceux qui Alex, il faut le reconnaître aussi, il faut le dire. Le président est lancé dans les grandes opportunités. C'est d'ailleurs le socle de ce discours qui a été prononcé ce jour. Quels sont les hommes qui peuvent accompagner Paul Biya dans la réalisation de ce programme-là? Une comparaison. Allons-y, Alex. Les amis du RDPC ne veulent pas entendre ça. Ben, moi je le dis. Bon, non, c'était peut-être pour... Il est là, je préfère parler de ceux qui sont présents que de parler des absents. Mais quand je finis de dire ça, je pense que le problème de ce gouvernement n'est pas celui du casting des hommes. Dans l'ADN de notre gouvernement, de notre système, du système actuel, il y a comme un refus non seulement de rendre compte des missions ou des responsabilités publiques qu'on a confiées à certains individus, jusqu'au plus haut niveau. Jusqu'au plus haut niveau. Et ce n'est pas au niveau ministériel que ça se règle. C'est au plus haut sommet de l'État que ça se règle. La question de la coordination de l'action gouvernementale dans ce pays, qui est l'un des pires goulots auxquels on est confronté. D'ailleurs, moi je crois, malheureusement il avait parti. Et il est membre du comité central du RDPC. Souvent je lui demande, est-ce que vous, membres du comité central de ce parti-là, quel parti au pouvoir, j'entends souvent dire parti proche du pouvoir, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça voudrait dire que le pouvoir c'est autre chose peut-être de l'administration, et ça encore c'est un débat qu'on devra faire un jour. Je leur demande souvent, est-ce que vous discutez à l'intérieur du parti des orientations politiques qu'exécute le gouvernement, puisque le gouvernement est censé être issu majoritairement, en tout cas, du parti au pouvoir qui produit les députés, la majorité parlementaire qui forment le gouvernement. Quand vous posez une telle question, il y a eu une curiosité pendant cette élection. La personnalité qui dirige le gouvernement n'a pas été le directeur de campagne du président de la République. Posons-nous la question. Est-ce une indication qu'il ne sera plus Premier ministre dans le premier gouvernement de ce nouveau septennat de ce septennat? Logiquement, ça devrait être le cas. Mais parce que le président Biya nous a habitués à très peu de rationalité politico-institutionnelle. Il peut nommer qui il veut, quand il veut, Premier ministre. Et du coup, demain, alors que la Constitution du Cameroun dit, le président définit la politique de la nation, le gouvernement se charge de la mise en œuvre, on regarde, on a l'impression que le président, sans doute, dans le discours que l'Hervé appelle bien, le discours fondateur, c'est pour ça que nous sommes inquiets. Nous disons, le président fait de très bons discours, et vraiment, je ne lui en voudrais jamais pour cela, parce que je suis un homme qui travaille sur la base du discours. Oui. Je n'ai pas une autre arme que le discours. Oui. Donc, je suis intéressé par le discours. Mais en tant que citoyen, le discours ne suffit plus. Surtout le discours pour un gouvernement qu'on connaît. Parce que si c'était un gouvernement nouveau, c'est-à-dire que si c'était un président, si c'était un nouveau président, un président nouvellement élu, son discours m'intéresserait. Parce que je me dirais, ce discours vient rompre avec les habitudes, indique les orientations, les grandes orientations de la politique qui sera mise en œuvre pendant ce temps. Mais parce que nous avons une expérience, comment je vais dire, des discours précédents du président. Nous disons, moi en tout cas je dis, moi en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, mais en tant que citoyen extrêmement engagé, je me demande si le président, malheureusement l'âge ne joue pas en sa faveur,
Moi, je suis heureux que nous ayons un patriarche comme celui-là, qui peut nous conseiller sur un ensemble de choses. Mais on a besoin à la tête de l'État du Cameroun, au plus haut sommet de l'État du Cameroun, de quelqu'un qui soit capable de suivre au quotidien ce que les personnes à qui il délègue une partie de son pouvoir. Parce que c'est lui qui est élu. Ce n'est pas les ministres qui sont élus. Aucun ministre camerounais n'est élu. Donc nous ne sommes pas dans un système parlementaire où la formation du gouvernement est adossée à des mandats parlementaires qu'auraient trusté comment je dis, des députés devenus ministres. Le président nomme qui il veut ministre. Et du coup, il y a des personnes qui arrivent au gouvernement. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais même pas s'ils font ce qu'ils veulent. Parfois, tu as l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils sont à faire. D'accord, merci beaucoup Alex. Un ancien ministre Marafa, qui est en prison aujourd'hui, disait dans une de ses lettres, peut-être les gens n'aiment pas beaucoup qu'on cite, mais je le cite parce que c'est un ancien secrétaire général de la présidence. Et qui a pondu qui a écrit dans une lettre que dans une discussion avec le président, notre président, le président lui avait dit que non, il y a des gens là dans le gouvernement qui sont juste des hauts fonctionnaires que je mets là pour des raisons d'équilibre. Il faut encore savoir si c'est un retour. Mais je vous dis que un personnage public qui a occupé de telles responsabilités, ne peut pas, il a été secrétaire général de la présidence, ne peut pas dire publiquement une telle chose. Et vous pensez que moi, je ne vais pas prendre ça comme référentiel pour analyser la capacité d'un gouvernement à être effectivement efficient. Monsieur le maire, de toutes les façons, il va falloir mettre une nouvelle équipe en place. Ça, c'est ce qui est une évidence dans les... On met une équipe sans changer de méthode, ça ne va rien faire. Ça ne va rien produire. Il faut mettre une équipe en place. Non, je voudrais... Est-ce que vous êtes vous êtes d'accord avec Alex qui lui pense qu'il faut changer non seulement la méthode, mais il faut également changer les hommes? Non, ce qu'il dit a tout son fondement. Et je vais même aller plus loin. Regardons même déjà le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est un problème. Parce que quand... Je vais prendre l'exemple... Si le chef d'orchestre est un problème, la musique sera mauvaise. Je vais prendre l'exemple du commandement militaire. Les règles de discipline dans les corps militaires stipulent que un responsable donne un ordre. Quand il donne un ordre à son subalterne, il lui demande de répéter l'ordre qu'il lui a donné. Il le fait. Et le subalterne a l'obligation d'exécuter l'ordre. Et quand il exécute l'ordre, le responsable de l'acte posé, c'est son supérieur hiérarchique. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, dans un gouvernement, on a un président de la République qui nomme des ministres. C'est lui qui répond des actes de ces ministres. Donc, il doit être capable d'animer l'action de ce gouvernement. Je dis que le chef d'orchestre en lui-même est un problème parce que nous, au sein de notre formation politique, nous avons commencé à résoudre cette équation. Nous avons estimé que notre président national actuel a suffisamment mouillé le maillot et que pour cette élection présidentielle, il fallait qu'il permette à quelqu'un d'autre de pouvoir porter... C'était votre choix, c'était pas le choix des autres. Non, ça a été démocratique, ça a été discuté lors d'un congrès extraordinaire. Et il a accepté de ne pas être candidat. Parce qu'il aurait pu être candidat, rien ne l'empêchait. Les statuts du SDF ne limitent pas le nombre de mandats. Chez les autres, alors, le statut est clair, il y a un candidat naturel. Oui, là vous voulez qu'on fasse dans la politique politicienne. Moi, j'analyse froidement. Quand Hervé, qui est parti malheureusement, parle des discours, on doit passer des discours à l'action. Moi, je suis dans une commune, j'ai des responsabilités. Les usagers ont besoin, quand ils veulent signer les documents, de trouver le maire au bureau. Vous arrivez au bureau à 16 h, les usagers sont là, ils ne peuvent pas être servis, et vous leur dites que non, d'ici à demain, ça va changer. Il y a 2 quartiers qui sont séparés par une passerelle, ils n'arrivent pas à traverser. Vous arrivez, vous leur dites non, de toute façon, tout va aller. Non, vous devez poser des actions qui améliorent leur quotidien. Quand le président de la République, dans son discours d'investiture, dit qu'il a compris les jeunes, fondamentalement, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être vous, journaliste qui est plus intelligent, avez retenu quelque chose de ça. Non, plus que jamais, comme Alex l'a si bien dit, ce n'est pas un problème de casting. Je pense que même dans ce gouvernement, il y a du bon. Mais maintenant, il faut un chef d'orchestre qui va coordonner l'action gouvernementale pour que les instructions qui sont données, encore faut-il qu'il y ait des instructions claires. Le tout n'est pas de dire à un ministre, ok, on t'a nommé, travaille. Mais quelle est sa feuille de route? Parce qu'il va falloir l'évaluer, le noter. Et c'est peut-être ce qui va permettre
de le maintenir au gouvernement ou de le sortir du gouvernement. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut peut-être changer des méthodes, il faut changer les hommes, il faut même aller au-delà, passer à l'action véritable. Est-ce que depuis pratiquement 36 ans, il n'y a pas eu de l'action qui a été posée sur le terrain par le président qui entre en fonction aujourd'hui? Il y a effectivement des actes qui ont été posés. On ne peut pas dire le contraire. Il s'agit de savoir s'ils ont été positifs, s'ils ont apporté quelque chose ou pas. Mais je crains que nous engagions à l'instant sur un sujet qui, ma foi, comporte tellement de méandres et d'incertitudes dont je parlais encore tout à l'heure, parce que nous sommes en train de nous projeter dans un remaniement. Or, nous savons tous par expérience que le président Paul Biya ne nomme jamais, ne pratique jamais de remaniement au moment où nous y attendons. Donc, première chose, ça peut durer 1 an. Ils appellent ça le temps du président. Ça peut durer 1 an. Bon, alors, mais quand même, en essayant avec ma petite tête d'analyser, je pars d'un principe, c'est que ça m'étonnerait qu'il le fasse avant qu'il y ait une réconciliation, enfin un début de réconciliation. Bon, cette réconciliation-là, je pense que il faudrait déjà qu'il y ait un certain nombre de résultats palpables avant qu'il ne se lance sur des nominations. Moi, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, il y a également l'âge, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire que vous avez beau avoir des conseillers, même si vous avez encore l'esprit qui pétille, à un certain âge, ça va quand même un peu plus lentement. Et comme tout le monde a peur de lui, au niveau de son entourage, personne n'osera aller lui dire la vérité. Parce que le problème de fond, il est là également. Qui lui dit la vérité? On ne peut pas le prouver. Non. Non, je ne peux pas le prouver, mais je le présuppose. Pourquoi? Je le présuppose parce que je vois la manière dont les actions sont entreprises d'une manière générale au niveau de la vision qu'il a de la politique et des faits. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Alex l'a relevé tout à l'heure, il y a cette espèce de bicéphalisme qu'il y a entre le Premier ministère, Christian Ekoko en a parlé, et le secrétaire général de la présidence. Alors, si ce problème n'est pas réglé, mais nous allons continuer dans les mêmes méandres. Quels sont les chantiers prioritaires qui peuvent être engagés dans les 2-3 mois, les 100 premiers jours? Très souvent, on a coutume à le scruter avec beaucoup d'attention. Quels peuvent être les chantiers prioritaires de Paul Biya, président de la République du Cameroun? Moi, je dis, il n'y en a qu'un seul, pour l'instant, qui me paraît extrêmement urgent, c'est celui de la crise anglophone. Tant qu'on n'arrivera pas à une situation de relative paix, il ne sera pas possible, même pour les investissements, pour des tas de raisons, il ne sera pas possible de faire de projections. Et moi, je m'étonne que dans ce discours, il ait plutôt tenu un langage de fermeté, plutôt que de rassemblement et de convivialité. Je pense qu'on a tendance à oublier que nos frères anglophones sont des Camerounais. Je ne supporte pas, moi, personnellement, sur un plan humain, qu'on les mette de côté, qu'on considère que c'est un problème secondaire et qu'il y en aurait d'autres à gérer. Alors, plusieurs SMS sont déjà arrivés sur notre contrôle. Bonsoir à tous. Les opposants au Cameroun n'ont vraiment rien compris. L'élection est terminée, qu'ils se préparent pour les prochaines échéances électorales. Le président est réaliste, c'est Cédric Obam qui écrit ce SMS. Bonsoir sur le plateau, monsieur Azebazé. Un discours n'a pas vocation à tout dire, il dit l'essentiel et il y aura des plateformes indiquées pour certains types de promesses. Le monsieur de la société civile, monsieur Achille Koto, est-il vraiment de la société civile ou de l'opposition? Ces gens nous embrouillent avec leur soi-disant société civile qui n'a de sens que pour critiquer, mais se taire sur des questions fondamentales. C'est monsieur Christian Missoup de Yaoundé qui envoie ce message-là. Un autre SMS, bonsoir à vous sur le plateau. Vous connaissez la démocratie plus que les qui. Paul Biya est président, restez tranquille. Portez son sac, c'est Michel depuis Nsam à Yaoundé. Je retiens du discours de ce jour que c'est une marche vers la recherche des opportunités pour répondre aux attentes d'un peuple en quête de repères. Georges Sando qui envoie ce SMS, mais également notre SMS qui est venu. Monsieur Mayenkom a tout dit. Malheureusement, le SMS n'est pas signé. Le président est déjà un grand-père. Il doit normalement aller en retraite et donner des conseils à un nouveau président.
C'est un autre SMS. Signez vos SMS, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Demandez à M. Nkom que le chef de l'État est-il au courant des élèves enlevés? C'est une question. Malheureusement, elle est partie. Ceux qui sont là vont essayer d'apporter des éléments de réponse. Est-ce un homme vraiment conscient? Moi, j'ai suivi le résumé de son discours en anglais quand il s'est levé. Bonsoir au panel. La liesse n'est pas populaire à Douala, sauf à Nobel. Le discours de ce matin était du réchauffé, du déjà entendu. C'est des effets d'annonce et 10 mots depuis Douala. Également, un autre SMS qui est parvenu ce soir. Il y en a plusieurs. Malheureusement, notre contrôle nous joue des tours. Mais en même temps, on va éviter d'appeler à ce numéro-là, s'il vous plaît. N'appelez pas. Envoyez simplement votre SMS et nous nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire ce soir. Alex, une priorité, d'après Achille, c'est apporter une solution efficace à la crise anglophone. Il estime que le discours est d'une fermeté inouïe, mais face à ce qui se passe au nord-ouest et du sud-ouest, davantage avec l'enlèvement de ces élèves d'un établissement, du chef d'établissement, du chauffeur, est-ce qu'il ne faut pas plus de fermeté pour apporter une solution à cette crise avec des hommes qui sont tout de même armés? Il a rappelé dans son discours que l'armée a toute la légitimité de prendre des armes. La chose que j'ai retenue, et c'est pas nouveau, le président demande à ceux qu'on qualifie de sécessionnistes terroristes de déposer les armes. C'est pas nouveau. Depuis bientôt 1 an et demi, le président le dit. Quand il descendait de l'avion au retour du sommet Europe-Afrique d'Abidjan, quand il déclarait la guerre à ces gens-là après qu'il y ait eu le meurtre, certains ont qualifié d'assassinat. Moi, j'en sais rien. En droit, on parle d'assassinat quand on a déterminé les mobiles du crime, si c'est une préméditation. Bon, puisqu'il n'y a jamais... je ne connais pas le résultat de l'enquête, je considère qu'il s'agit de meurtre. Et souvent, c'est l'une des plus grosses problématiques sur la crise sécuritaire dans la région du nord, dans la région du nord et du sud-ouest. Les enquêtes judiciaires, à l'heure où nous parlons, n'ont pas souvent, en tout cas, on n'a pas souvent rapporté à l'attention du public et de l'opinion les résultats de ces enquêtes-là. Je sais que beaucoup de personnes, presque plus de 1000 ou 1500 personnes, ont été arrêtées, interpellées dans cette région-là, ailleurs, dans d'autres localités, en relation avec des activités séditieuses ou apologie au terrorisme et consorts. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour déterminer quelle est la nature ou les responsables de cette hydre qui est en train de mettre à mal l'unité de notre pays? Quand je parle de l'unité, je ne parle pas de l'unité fonctionnelle, je parle de l'unité territoriale. Parce que pour ce qui me concerne, je suis partisan de la régionalisation telle qu'elle a été adoptée dans la Constitution de 1996. Malheureusement, 20 ans après, on ne l'a pas mise en œuvre. On en est au stade où... Le premier acte, Achille l'a dit d'une certaine manière. Si dans le discours du président de ce jour, parallèlement à l'expression de la fermeté du chef de l'État qu'il est, il annonçait même des mesures d'ouverture telles que, moi c'est ce que je pense, telles que il réunirait peut-être les acteurs politiques qui sont dans le cadre de la légalité, puisqu'il tient chaque fois à dire, le président ne veut jamais sortir du cadre institutionnel qui lui est favorable, parce qu'il faut lire ça comme cela. Malheureusement, les crises qui deviennent politiques ne se règlent pas essentiellement dans le cadre institutionnel existant. Il faut créer les conditions d'une discussion. Et les conditions d'une discussion, ça peut être quoi? Ça peut être organiser une véritable médiation. Pas forcément avec des forces internationales, ou bien avec des acteurs internationaux, à l'intérieur de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, il semble régner une absence terrible de confiance entre les acteurs institutionnels existants et les personnes qui, apparemment,
disent représenter les franges les plus extrémistes opérant dans cette région, ou celles ayant pris les armes. Je ne sais pas jusqu'où ils ont pris les armes, je n'ai jamais travaillé véritablement sur cette question, mais du niveau d'information que nos autorités nous donnent. J'ai l'impression que pour les autorités, il y a une véritable rébellion dans cette région-là. Mais s'il y a une rébellion dans une région, comment on fait pour mettre fin à une telle rébellion si on ne peut pas dialoguer avec ses chefs ou avec ses responsables? Les services, nos services de renseignement, je parle de nos services d'intelligence de l'État, devraient savoir qui sont à la tête de cette hydre-là. Et donner ces informations à l'État, aux responsables de l'État, dont le chef est le président de la République, pour les aborder et les ramener à la légalité, à la légalité à travers ce qui est appelé par tous les gens de bon sens. Un dialogue. Moi j'entends les gens dire, on va dialoguer avec qui? Mais un État a toujours l'intelligence. Il y a une perspective de dialogue qui est amorcée par le cardinal Christian Toumi. Certainement que... C'est hors système. Non, certainement que le système pourrait l'utiliser pour davantage faire Je l'espère bien. un discours et un dialogue constructif et même inclusif. C'est d'ailleurs le vœu pieux de la société civile et de tous ceux qui sont autour de ce dialogue. Achille Zemba, il reste une évidence tout de même qu'un nouveau mandat a été confié à un individu, mais dans sa prise de fonction aujourd'hui, à côté, on a observé et on a entendu un son de cloche discordant, c'est celui du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est descendu dans la rue encore aujourd'hui. Le 27, ils étaient descendus dans la rue. Dimanche dernier, ils étaient dans la rue dans la région de l'ouest du Cameroun. Ce mardi 6 novembre 2018, ils étaient dans la rue. Et d'ailleurs, la chef de parti était dans la rue. Est-ce qu'on peut pouvoir comprendre ces contestations après même la proclamation des résultats? Donc, qu'on peut dire qu'une fois que les résultats sont proclamés, le jeu politique est terminé. Et même avec la prise de fonction, l'investiture du président élu du Cameroun. Hélas, Frédéric, on est au regret de le dire. Vous-même, vous l'avez constaté. Je ne fais pas de constat. Ok. Disons que j'ai constaté que cette élection s'est déroulée dans un climat de contestation pratiquement du début du processus jusqu'à la fin. Parce que, et certains citoyens s'amusent même à demander aux partis politiques pourquoi est-ce que vous avez participé à une telle élection. Non. C'est une question qui va de soi. Non, il faut participer parce que si vous ne participez pas, vous n'arrivez pas... Vous décrivez un système, vous faites soit la politique d'autruche, soit si vous acceptez, ça veut dire que vous êtes partant. On peut même décrier de l'intérieur. Mais l'important, c'est le message qui est porté. Parce que si vous avez suivi la retransmission de la séance de travail du Conseil constitutionnel, vous avez pu vous rendre compte, contrairement à ce qu'on disait, que dans l'opposition, il n'y a que des camps, que ce soit les avocats conseils du candidat MRC ou ceux du SDF, il y avait de la matière. Il y avait des arguments suffisamment solides. Mais comme on est face à un système qui est savamment mis en place, à une situation qui est pratiquement verrouillée et cadenassée, mais un candidat qui s'estime lésé peut descendre dans la rue parce qu'on a aussi le droit de manifester. C'est un droit qui est même inscrit dans notre constitution de pouvoir manifester. Bon, maintenant, on est face à des gens qui sont programmés pour réagir, je voulais dire militairement, qui sont même dans un état de fébrilité, parce que j'aurais aimé que Hervé soit là pour que je le dise. On est, qu'on le veuille ou non, le RDPC est en phase de déclin. C'est sûr. Et ça se sent, ça se pressent. Parce que on ne peut pas empêcher aux gens, même quand le président Trump, le président américain, a été élu, on a vu des manifestations aux États-Unis. Pour autant, le président Trump n'a pas été chassé du pouvoir. Donc ça fait partie des mécanismes qui font avancer un processus démocratique normal, que les gens, à un moment donné, s'estiment lésés et s'expriment autrement. Mais pourquoi chez nous, on veut, je ne sais pas, réinventer
la boussole. Non, plus que jamais. Et ça, c'est le droit absolu d'un candidat qui participe à une élection et estime qu'il a des arguments pour pouvoir se proclamer vainqueur. Bon, maintenant, entre se proclamer vainqueur et prouver, c'est autre chose. Mais au moins, il faut qu'on lui accorde le droit de manifester. Les militants du MRC n'étaient pas armés. Les militants du MRC n'avaient pas les armes blanches en main. On pouvait carrément les laisser faire leur bonhomme de chemin et peut-être finir par se rendre compte qu'ils ont passé le message qu'ils souhaitaient passer. Les manifestations sont encadrées au Cameroun par loi, bien évidemment. Il y a des manifestations spontanées, mais il y a également que lorsque vous voulez faire une manifestation, vous demandez une autorisation pour la faire. On déclare. On déclare, la loi parle de déclaration de manifestation. Et l'autorité mais maintenant, on se rend compte, interdire aussi. Oui, on se rend compte au Cameroun qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Quand c'est un parti d'obédience de l'opposition, on trouve rapidement un stratagème qui s'appelle risque de trouble à l'ordre public. Et ça, c'est le sous-préfet seul qui a l'alchimie pour expliquer ce qui met dans trouble à l'ordre public. Mais curieusement, nous assistons à un parti État qui tient ses réunions, descend dans les rues, marche sans autorisation et sans déclaration. Vous ne pouvez pas prouver ça non plus. Non, c'est prouvé. Vous ne pouvez pas le prouver non plus. Parce qu'on ne vous a jamais, dans un meeting du RDPC, on ne vous a jamais brandi. On nous lit un récépissé de déclaration de manifestation publique. J'espère qu'en tant que journaliste, vous vérifiez si c'est signé. Je prends toujours la peine de vérifier. Comme pour dire que si nous voulons être... Il ne peut pas avoir de démocratie sans démocrate. Plus que jamais, ce qui est contenu dans nos textes, qui sont, je vous le rappelle, des textes votés avec une majorité qui est RDPC. Donc logiquement, il devrait se sentir à l'aise dans l'application de ces lois. Parce que quand c'est vous qui faites une loi, tenant compte du fait que vous avez toujours un instinct de suivi par rapport à votre carrière politique, vous êtes supposé mettre dedans des choses qui vous garantissent une certaine protection. Mais on est curieux de se rendre compte que ils ont une majorité et à l'Assemblée nationale et dans les communes. Ils font des lois, ils pèsent pour que ces lois soient votées à l'Assemblée nationale, mais ils sont les premiers à bafouer ces lois. C'est quand même curieux. Merci Ça beaucoup. démontre de la fébrilité dont je vous parlais et vivement, ils sont en phase de déclin. C'est vrai, ils ont été élus, leur candidat a été élu à 71,28%. Attendons de voir. Ça, c'est le point de vue du maire SDF pour la circonscription de Douala 3e, la mairie de Douala 3e. Il attend de voir le maçon au pied du mur. Est-ce que vous, la société civile, vous attendez également de voir le président Paul Biya, qui a déjà tout donné, qui a déjà tout prouvé? Vous attendez de le voir sur on l'appelait le septennat des grandes opportunités. Oui. Parce qu'il y a eu le septennat des grandes ambitions. On a eu des grandes réalisations. Aujourd'hui, on a des grandes opportunités. Comme pour dire qu'on est passé d'un point 0 à un point 10. Bon, c'est une évaluation qui est faite. Okay. Je dis, je suis combien Sur 10. Toute évaluation se fait dans le temps, hein, effectivement. L'état du Cameroun aujourd'hui, si je m'en réfère par exemple au Doing Business de la Banque mondiale, nous sommes au 163e rang. 169 même maintenant. On a perdu encore 3 places. Donc ce n'est pas très très reluisant sur le plan économique. Mais il y a d'autres économies qui ne sont pas reluisants non plus. Oui, non. Ce que je vais dire, c'est que je ne sais plus si c'est Alex qui a dit ça dès le départ. On ne nous a jamais habitués à faire le point, à faire le bilan avant de faire de nouvelles propositions. Nous n'entendons jamais de bilan. C'est proprement scandaleux. Ce n'est pas normal. Mais tout ça me rappelle un peu le discours donc, de ce matin du président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, parce qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup d'improvisation pendant ce discours, des choses qui n'étaient peut-être pas prévues, des paroles qui n'étaient peut-être pas prévues. Quand il a parlé de l'interview qui avait été accordée au président, que le président de la République a accordé à Yves Morosi. C'est pas un Camerounais non plus. Non, c'est pas évident de le prononcer. Non, ce que je veux dire, c'est que il a tenu à rappeler qu'il avait dit à cette époque-là qu'il souhaiterait être le président qui a apporté la démocratie et la prospérité. Bon, dans son discours, le président de l'Assemblée a bien mentionné, la prospérité c'est après. Non, c'est-à-dire que on devient conscient d'une chose, parce que ça peut être un acte manqué, ça peut être un lapsus,
Mais ça veut dire tout en même temps. Vous voyez, il tournait sa page en se tournant vers le président. La prospérité, c'est pour après. Bon, je trouve ça décousu. Donc, je ne sais même plus quelle était votre réponse, parce qu'en fait, autour du personnage,